Chers téléspectateurs, puisse la grâce de l'Éternel vous combler au-delà de toute mesure. Toute l'équipe de production de En toute conscience par ma voix vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette production. L'Africain serait-il maudit? Peut-il sortir de l'Afrique quelque chose de bon? Que disent les Écritures par rapport à ce sujet? C'est la problématique au cœur de cette rencontre avec le prophète Don Célestin Nabi, président membre fondateur de la mission évangélique d'ICEVA. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, servant de Dieu. Observatrice de la part du peuple, elle nous accompagne pour mener cet entretien. Shalom, Xavier Ngoran. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, pour en revenir donc à notre thème, l'Africain serait-il maudit? Peut-il sortir de l'Afrique quelque chose de bon? Que disent réellement les Écritures à ce propos? Est-ce qu'il y a des constats qui vous permettent de justifier cette thématique? Tout à fait. Nous avons fait un certain nombre de constats. Nous avons simplement fait un constat, celui qui est que les peuples du globe, autres que les Africains, sont naturellement capables de s'unir pour parvenir ensemble à la réalisation d'un idéal de groupe. Ce qui n'est pas le cas des Africains, ou très rarement. Nous avons fait le constat que ceux-ci, je vais parler des autres peuples, démontrent une incroyable capacité à se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts communs et individuels, même s'ils ont quelques divergences en interne. A contrario, il suffit de dire à un Africain, mettons-nous ensemble, sa réaction réflexe sera qui sera le chef. Alors que les autres, eux, te diront pourquoi faire. Il y a une grande différence. Donc nous voyons que l'un est porté sur son ego, son intérêt personnel, alors que l'autre est porté sur une vision d'ensemble, un intérêt de groupe. Et ça fait toute la différence. Parce que celui qui n'a pas d'égard pour la chose du peuple peut facilement saboter la destinée ou le bien-être de tout un peuple. Il suffit de voir nos manières de gréver. Nous saccageons tout. Alors, voyez-vous, il suffit que quelques pauvres avantages matériels soient accordés au sujet mélanoderme, au sujet noir de peau, au sujet africain, pour qu'il commence à mépriser ses pairs, à développer maladroitement une sorte de sentiment de différence et de supériorité fantoche par rapport à eux, pour qu'il commence à s'inventer dans la tête le concernant une couleur de peau utopique qui se situe au-dessus du teint dit noir, donc des Africains. Voici déjà quelques constats que nous avons faits quant au comportement des Africains. Oui. Et justement, ces constats m'amènent à demander de façon très très simple, pourquoi nous sommes comme ça? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette façon très atypique de faire des Africains? Madame, c'est tout sauf une malédiction divine. Je voudrais lever d'entendre cet équivoque. Voyez-vous, une analyse profonde selon une dynamique psychologique, psychique et psychanalytique nous a permis de percevoir qu'en réalité, cette étrange de façon d'agir ou de réagir de l'Africain, sinon du sujet mélanoderme, n'est qu'une extériorisation d'un complexe d'infériorité caché en lui. Complexe qui n'est absolument pas le fruit du hasard, mais d'un travail de fourmi depuis des millénaires. À travers même nos milieux d'instruction, nos milieux religieux, certaines institutions, les médias, l'histoire, la géopolitique, etc., etc. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et j'ai des preuves. Sinon, comment se passe-t-il que le premier homme sur la Terre est capable d'unir toute la Terre en une seule langue, autour d'un projet commun, à développer une technologie de pointe qui était en avance sur son temps, soit un Africain, descendant donc de Cham, et que des millénaires plus tard, les Africains se retrouvent dans la désunion totale, dans l'indiscipline totale, en train de consommer le produit de la technologie des autres et apprendre leur langue. Il faut se poser cette question. Je vais citer Nimrod et j'ai précisé que même si ses intentions n'étaient pas les bonnes,
il ne faut pas nier son intelligence. Quelque chose s'est certainement produit au cours de l'histoire. Cette chose ou ces choses-là sont l'une des vraies causes du comportement que vous avez décrit atypique actuel des Africains. En fait, madame, ce que nous voyons comme comportement et façon de faire n'est rien d'autre que les symptômes ou les émanations des vrais faits et des vrais facteurs explicatifs. Lorsque vous attaquez aux symptômes d'une maladie, vous risquez de ne pas guérir la maladie elle-même. La fièvre est un symptôme, mais la fièvre n'est pas la maladie elle-même. Parce que la fièvre peut être le produit, par exemple, de la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, le paludisme, etc., etc. La grippe même. La grippe, etc., etc. Mais la fièvre n'est pas une maladie en elle-même. Donc, si vous avez, le traitement qu'il faut, c'est un traitement curatif ou étiologique, c'est-à-dire un traitement qui s'attaque à la cause et non pas un traitement des symptômes. Donc, il y a des causes profondes qui expliquent ce bouleversement, ce comportement, des causes qui expliquent ce revirement-là, voilà, de l'Africain au cours de l'histoire. Voyez-vous, de même que le fou est victime d'une désintégration psychologique qui le pousse à des actes incohérents, hors normes et anti-normes, nous pensons que les Africains souffrent d'une déprogrammation qui les a mis en retard et continue de les mettre en retard. Sinon, voici ce qui est l'œuvre qui a été conduite par Nimrod, descendant de Cham, donc ancêtre des Africains. Je lis pour vous Genèse 11, le verset 1, le verset 3, le verset 4 et le verset 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça traduit quoi? Ça traduit l'unité. Ils se disent l'un à l'autre. Ça traduit quoi? Ça traduit la science de la communication, de l'information. Déjà en ce temps, parvenir à informer tout le globe pour les enrôler d'un projet commun, il fallait que tu aies la science de l'information. Tout à fait. Donc les Africains avaient cela. Ils disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ça c'est quoi? C'est la chimie. C'est de la chimie. On avait déjà cette science, mesdames. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Ils avaient quoi? Ils avaient l'envoi, la technologie. Et puis l'architecture. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Ça veut dire quoi? Ils avaient la vision au sens de projet, de se projeter dans le futur. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté faire. Ça veut dire quoi? Ils avaient aussi l'endurance. Donc ça n'a rien à voir avec l'Africain d'aujourd'hui qui manque de patience et qui n'est pas du tout persévérant. Nous avons été certainement pervertis ou freinés au cours de l'histoire. Il y a eu quelque chose quelque part. Quelque chose s'est passé. Donc, mesdames, au-delà du côté obscur de ces gens dont Nimrod était le leader, je souhaite qu'on ne nie pas leur génie. Le caractère, vous savez, madame, le caractère est différent des compétences. Même si le caractère peut compromettre les compétences. Mais le caractère est différent des compétences. Ils étaient de mauvais caractères, mais ils avaient de bonnes compétences. Et justement, un travail a été fait sur le caractère des Africains afin de saper leurs compétences. Et tristement, les pasteurs religieux africains, qui étaient supposés pouvoir éclairer les autres Africains à la lumière des Saintes Écritures, ont tristement été pour certains, eux aussi conduits à interpréter la Bible contre les Africains et même contre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il interprète la Bible contre lui-même. Il s'auto-flagelle à travers les Écritures. Il se méprise lui-même à travers les Écritures. Si bien qu'aujourd'hui, et depuis des siècles, le sujet africain et le continent africain souffrent d'un terrible complexe d'infériorité qui le ronge depuis son fort intérieur. Un complexe qui les détruit comme la lèpre et les livre à l'ignominie. Toutes les couches en sont affectées, riches comme pauvres, intellectuels comme analphabètes, expatriés comme non expatriés. Même l'homme religieux est affecté.
l'Africain est meurtri en lui-même et ne trouve ni sa place, ni son utilité dans le concert des peuples du globe. Le comble dans cette affaire, c'est qu'on assimile les conséquences, c'est-à-dire les manifestations et agissements des Africains aux causes, c'est-à-dire les facteurs ayant favorisé cela. Et ça, c'est pas normal. D'où tous ces traitements symptomatiques, répétitifs et rébarbatifs inefficaces. C'est pour ça que ça ne change pas. Parce que vous traitez les symptômes, mais vous ne traitez pas les causes. Le comble dans cette affaire, c'est qu'on assimile la victime au bourreau et le bourreau à l'exemple et le modèle à suivre. Permettez-moi de passer sous silence les tares socio-culturelles et comportementales des Africains. Non pas que je les cautionne. Ça, c'est vraiment une triste réalité. Mais en fait, cela n'est rien d'autre que la résultante ou l'émanation de la distorsion des personnalités, d'identité, d'entendement, de l'inclinaison naturelle, de la vision, de la visibilité du sujet africain au cours des âges. Ça a été modifié, ça a été dénaturé. Au niveau même de l'ADN, l'Africain a été travesti pour être dompté. Il a subi une mutation dans sa constitution civilisationnelle que seul le Créateur peut corriger en vue d'un retour à la source originelle. Et nous sommes là pour ça. La peau noire est vue, même par les Africains eux-mêmes, comme la peau de la honte, la peau de la malédiction, la peau de la médiocrité, la peau des damnés, la peau des poisseux, la peau des derniers et des sans lendemain, la peau des moins que rien, la peau des paumés de la société, la peau de tous les péchés et de toutes les misères, la peau de l'infériorité, la peau qui n'aurait pas dû exister. Pour preuve, on se décape la peau. Même des intellectuels se décapent la peau en Afrique. Sa couleur de peau est maladroitement assimilée à celle de son cœur. Tu es noir comme ton cœur. Ou ton cœur noir comme ta peau. J'entends des Africains eux-mêmes dire ton cœur noir africain. Ou encore j'entends aussi les gens dire tu fais le blanc. Hein? Ou bien tu te comportes. C'est-à-dire que quand tu te comportes bien, on dit tu fais le blanc. C'est-à-dire comme si naturellement l'Africain il doit mal se comporter. C'est les propres Africains qui disent ça. Le grand paradoxe dans tout cela, c'est que c'est les Africains eux-mêmes qui finissent par légitimer de telles confusions chroniques. Je les ai tant entendus dire, je vais en Afrique. Pendant qu'ils disent de l'autre côté, je vais à Rome. Voyez-vous, tout un continent est assimilé à un pays. Et les rapports entre nous et eux, c'est des rapports de continent à pays. Donc, il y a une disproportion. Les rapports nord-sud doivent être des rapports de continent à continent ou de pays à pays. Qu'est-ce que les Africains eux-mêmes présentent comme image sur les réseaux sociaux concernant leur propre continent? Tout ce qui est de nature à dégrader le témoignage et l'image de l'Afrique. Souvenez-vous de ce peintre, je ne sais pas si vous l'avez vu, souvenez-vous de ce peintre congolais qui a été recommandé à une télévision et qui a été une grande humiliation pour tout un peuple et pour tout un continent, la RDC. Un pays de 80 millions d'habitants. On envoie un analphabète pour aller le représenter sur une chaîne internationale, humilier ainsi tout notre continent, malgré le nombre d'agrégés qu'il y avait en RDC. Qui l'a envoyé? C'est les propres Africains. Le comble. Les gens ne cherchent pas à soigner l'image de l'Afrique. Il faut que des gens se sacrifient pour qu'un peuple soit sauvé. Et c'est ce que Christ a fait. Moïse s'est sacrifié pour qu'Israël sorte de l'Égypte. Qu'est-ce que les Africains eux-mêmes présentent comme image? Le comble, c'est que des gens défendent des doctrines très erronées, telles que le faible quotient intellectuel du sujet africain. Les Africains noirs eux-mêmes ne tarderont pas à dire on est en Afrique, on se connaît. Ça ne tue pas Africain. Tu manges mal, on te parle, tu dis que ça ne tue pas Africain. Ça, c'est des distorsions culturelles. Comme si la médiocrité est le passeport et l'identité du sujet africain.
Et le comble en la matière, le comble, madame, c'est que le diable et ses démons sont toujours peints en noir. Une façon de marteler dans l'esprit du sujet africain, hein, c'est soi-disant ascendance et affiliation obscure, obscurantiste, ténébreuse, démoniaque et de malédiction. Et ça m'écoeure, ça me déchire le ventre. Que dit de l'expression africain gros nez? Africain gros nez. Comme si le modèle du nez parfait, c'est le nez fin ou pointu. Que dit encore de la beauté féminine? Une belle femme, c'est celle qui est svelte et fine. Mais dites-moi, qui s'est tenu auprès du Créateur pour définir tel canon et standard de beauté? Dites-le moi, madame. Permettez-moi en tant que pasteur de ne pas magnifier la femme africaine. Mais je tiens à vous dire qu'elles sont belles. Et je censure toutes ces aberrations scripturaires qui ont plongé les Africains dans l'erreur. Voilà par exemple une aberration scripturaire. Dieu a un problème de traduction, peut-être. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. Comme si le fait d'être noir s'oppose au fait d'être belle. Comme s'il y avait un contraste. Ce n'est pas un élément de contraste qu'il faut mettre, mais c'est un élément additif. C'est-à-dire qu'il fallait mettre « et ». Je suis noire et je suis belle. C'est-à-dire, en plus du fait que je suis belle, n'est-ce pas? Je suis noire. C'est-à-dire, en plus du fait que je suis noire, je suis belle. Ça veut dire que d'abord, être noir, c'est être beau. Ensuite, on précise que donc, c'est une exacerbation de la beauté de l'Africain, mais qui a été pervertie. C'était une affaire de potentialisation du qualificatif de beauté. Mais hélas, les traducteurs en ont décidé autrement. Erreur ou expressement voulu. Je vous laisse réfléchir. Alors, avant de finir, je voudrais vous épargner le cas très triste et déconcertant de toutes ces personnes qui confusent, frustrées d'être qui elles sont et ne sachant plus qui elles sont en réalité, se décapent la peau à base de substances très caustiques, aux effets immunodépresseurs, des fois même immunosuppresseurs. Ces personnes qui ont honte de qui elles sont en réalité agissent comme si le Créateur les a insultés en les créant ainsi, ou comme si Dieu s'est trompé en les créant ainsi, ou encore comme si Dieu, au cours de leur création, était gagné par une telle paresse qu'il a oublié de leur retirer le supposé excès de mélanine, ou encore comme si Dieu, le Créateur, les concernant, n'a pas bien dosé la quantité de mélanine dans leur corps. Il est certain que celui qui se laisse l'autre lui fixer les canons de standards de beauté ou de autre chose finira par se déprécier lui-même et des fois même joyeusement à la grande satisfaction des prédateurs de personnalités glorieuses. Voyez-vous, un autre triste constat, c'est que quand nous sommes vêtus dans nos somptueux joyaux vestimentaires qui font notre originalité, notre singularité, je vais parler par exemple du kita, on nous qualifie maladroitement d'être en tenue traditionnelle, comme si c'est Dieu qui a déclaré que seuls les costumes et cravates sont les tenues officielles. Et d'ailleurs, qui les a instituées tenues officielles? Attention, derrière l'hégémonie socio-culturelle se cache souvent une négation ou un rabais de la culture des autres. Je ne suis pas contre la culture des autres, pour preuve. Je suis en cravate, n'est-ce pas? Voyez-vous, je suis pour le multiculturalisme. Le sujet africain est vu comme l'exception en matière d'intelligence et de créativité. Il semble n'avoir jamais contribué en quoi que ce soit au développement de l'humanité et des civilisations. Il semble être celui qui n'a rien, n'aura rien à donner. Jamais. Il semble être l'éternel assisté pour l'éternité. Le nain par excellence en matière de développement. Le sujet pour qui l'état humain semble être congénital et logé dans l'ADN. Et notre Afrique est vue comme le continent des désespérés et de la désespérance. Une préfiguration de l'enfer sur la terre. D'où son abandon par les migrants, même pour les lendemains les plus incertains et les plus suicidaires. Oui, il faut s'en aller, peu importe là où on s'en va. Il faut s'en aller, même s'il faut abandonner sa nationalité pour être apatride. Il faut absolument quitter cette peste qui fait les délices des autres. Comment la peste peut faire les délices des autres? Il faut abandonner l'Afrique. Il faut la quitter avec toutes ses ressources et son potentiel qu'elle abrite. Il est certain que notre Afrique est présentée comme le continent
des derniers du globe, l'incarnation de la misère, des moins intelligents, le continent qui n'a pas de porte. On peut y entrer, en sortir, et quand et comme on veut. La visiter est une grâce qu'on nous fait. L'Afrique est assimilée à un pays et nos États sont vus comme des grandes villes, d'où l'expression très choquante, chargée de mépris pour les uns et d'ignorance pour les autres. Je vais en Afrique. On a fait accepter à l'Africain, avec beaucoup de génie, de tact, qu'il a été maudit, qu'il est maudit et qu'il sera toujours maudit, et qu'il ne s'en sortira jamais, et qu'il sera toujours à la traîne des autres. Alors, on a présenté au sujet africain un type d'homme avec une couleur de peau qui est le modèle parfait auquel il doit ressembler absolument, mais qui ne deviendra jamais. Une sorte d'intermédiaire entre les Africains et le Créateur. Un être qui est à la limite une figure digne de culte. Cette façon d'avoir fait et de faire est de nature à conduire l'Africain à se déprécier lui-même, sinon à se régner lui-même, à exister sans être, et surtout à transposer toute sa foi en l'autre. Avant de vous laisser le micro, voici ce que je voudrais encore ajouter. Voyez-vous, ce clivage interhumain, intersociétal et même interracial se vit et se voit dans presque tous les domaines de l'existence humaine. Sport, cinéma, art, religion, école, université, médecine, etc., etc. Les Africains vivent cela maintenant de façon assez naturelle pour plusieurs d'entre eux, totalement vaincus par ce sombre inoculum en eux qui leur a été injecté depuis des millénaires à dose homéopathique. Doucement, 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 doucement. 7. Un très faible groupuscule tente de réfuter les choses. Et cet ordre erroné, mais hélas, le virus semble avoir gagné trop de terrain. La maladie semble être d'un stade trop avancé. Le cancer du complexe semble s'être métastasé. Les organes vitaux de pointe semblent tous être grièvement touchés. La réaction chimique semble avoir pris une cinétique irréversible. Ça a se posé la question sur ce que le christianisme a bien pu apporter à l'Afrique. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi ne pas vous l'apprendre que l'Afrique est bel et bien un continent Afrique, mais malheureusement sans flics pour le garder contre les prédateurs et conquistadors en cravate. Je vous passe le micro. Alors, serviteur de Dieu, vous parlez de l'Afrique, du continent africain, selon des propos qui seraient le continent des moins intelligents, le continent où il y a un faible quotient intellectuel. Est-ce que vous, en tant que, je veux vous prendre en tant qu'homme de médecine, est-ce que cela est fondé? Non, madame, ça ne repose sur aucun principe scientifique ni psychologique. Absolument aucun. Et j'en viendrai au détail. Absolument pas. Il est impossible qu'il soit démontré scientifiquement que l'Africain est inférieur. Impossible. Impossible. Il y a des génies africains. Impossible. D'accord. Alors, en dépit du fait que l'Africain semble se combattre lui-même, est-ce qu'il n'y a pas quand même de bonnes volontés qui essaient de tirer le continent africain de cette galère-là? Tout à fait. C'est certain, il y a des gens qui essaient de tirer le continent quand même vers le haut, c'est certain. Et je voudrais au passage adresser mes vives félicitations à tous ceux qui passent du temps et des années au chevet de cette Afrique pas très bien portante dans la forme, selon nos amis les cliniciens. Il y a des gens quand même qui sont au chevet de cette Afrique qui est hospitalisée et qui est malade. L'Afrique a certes reçu beaucoup d'aide, mais quelle en a été la contrepartie? Quel en a été le prix à payer? C'est souvent même de l'usure ou de l'usurpation. Il est certain que beaucoup d'institutions respectables font de leur mieux pour régler cette question du sous-développement de l'Afrique et aider à la reconstruction de l'Afrique et un retour à l'ordre normal des choses. Mais hélas, madame, souvent voilà que rebelote. Souvent, elles le font très sincèrement. Souvent aussi, ce n'est que de l'hypocrisie. Bien des fois, les dés sont pipés à la base. Par moments, c'est une véritable mise en scène. On fait semblant d'aider alors qu'on est... C'est pas ça, on fait autre chose. Hein? Des fois encore, c'est juste de la poudre aux yeux pour bercer la conscience, toujours juvénile des Africains. Donc beaucoup ont tristement cette propension de facilité à croire à tout et à n'importe quoi, sans jugeote. Et enfin, des fois,
les solutions apparentes qu'on apporte à l'Afrique visent tout simplement à calmer la force intérieure des révolutions éventuelles des Africains. C'est juste des aides à l'opium ou au cannabis. Nos politiques également, contrairement à ce qu'on pense, luttent très fort, mais le sujet d'en face tient à ce que le statu quo demeure et que la constante gravitationnelle G en sa faveur demeure. Voici leur maxime. Il faut une Afrique riche qui tend toujours les mains, qui soit toujours en train de crier au secours. Il faut une Afrique pitoyable. Il faut une Afrique qui rime avec le négatif et le dégoût. Il faut une Afrique qui s'authentifie et se distingue par les vices et les tares. Oui, nos politiques luttent ou essaient de le faire, mais hélas, la pesanteur est très forte. Les maîtres veillent au grain. Il est donc certain que nos dirigeants ont besoin d'un coup de main, surtout d'en haut, je veux dire du Seigneur, de Dieu, le Créateur. Car le secours de l'homme n'est que vanité, dit la Bible dans Psaume 60 au verset 13. Nos intellos et notre intelligentsia également, eux aussi, ils ont été formatés pour voir comme le maître voudrait qu'ils voient, pour entendre comme le maître aurait voulu qu'ils entendent, pour qu'ils comprennent comme le maître aurait voulu qu'ils comprennent, et qu'ils agissent comme le maître aurait voulu également, qu'ils parlent comme le maître le veut également, et qu'ils réfléchissent comme le maître le veut. Celui qui t'instruit, il ne peut pas t'instruire contre lui, ce n'est pas possible. On se comprend? Voilà. L'esclavagiste ne formera jamais l'esclave pour qu'il puisse s'affranchir un jour, impossible. Donc il nous faut des instances d'instruction solides en Afrique. On se comprend? Le monde religieux, de son côté, semble maladroitement tirer un très grand profit de cette situation. C'est un profit de la vulnérabilité de l'Afrique et du sujet africain, ballonné par les démons, amaigri et traumatisé par les secousses du passé. Au nom donc de la religion, l'Afrique et ses filles ont été pillées hier et sont en train d'être pillées aujourd'hui, pendant même que je vous parle. Alors, par où donc commencer pour changer les choses? Où est le bon bout? Quelle est la bonne ficelle? Voici donc les grandes questions auxquelles il va falloir répondre. Je suis à vous. D'accord. Justement, quelles sont donc ces grandes questions auxquelles vous essayez de répondre au travers cette thématique? Il est important pour nos chers téléspectateurs de bien cerner les choses. Voici les grandes questions auxquelles vous qui m'écoutez, et moi, et nous tous, en tant que peuple africain, nous devons essayer de répondre. C'est la question de la malédiction de Noé. La malédiction proférée par Noé dans la Bible concerne-t-elle réellement les Africains? D'où vient le concept de l'afro-pessimisme? Quel est son réel impact sur le sujet africain? L'afro-pessimisme, réalité ou manipulation? Qu'en dit réellement la Bible? L'afro-pessimisme, pour ou contre? Je voudrais déjà vous dire que moi je suis contre l'afro-pessimisme. D'accord. Qu'est-ce que le futur pourrait réserver à l'Afrique en tant que continent? Quel est le sort futur de l'Afrique? Le retard de l'Afrique dans le Conseil des Nations, est-ce une malédiction avérée ou une orchestration? L'Afrique s'en sortira-t-elle un jour? Pourquoi et comment? Je vais traiter cette question-là par la grâce de Dieu. D'où viendra l'élément qui déclenchera toutes choses en faveur de l'Afrique? Voilà les questions fondamentales auxquelles il va falloir répondre. Je vous passe la parole. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres observations majeures? J'ai d'autres observations majeures, madame. Nous pensons que pour parvenir à changer les choses, en corrigeant le présent et en préparant un futur glorieux, il serait nécessaire de traiter la question en profondeur. Il faudrait traiter l'Afrique dans son ADN, dans son origine lointaine, dans son passé lointain, pareillement pour l'Africain, sans forcément vouloir réécrire ni revivre l'histoire. Nous passerons à côté si nous essayons de nous attaquer de façon frontale et directe aux faits et aux conséquences. Ne l'oublions jamais, le monde est conduit par les idéologies derrière lesquelles se tiennent des intelligences et des esprits. Satan n'a pas affaire à ceux qui s'attaquent au comportement, mais à ceux qui osent remettre en cause les idéologies établies. Et justement, il nous faut des Africains prêts à mourir pour leurs idéologies et pour leurs convictions comme Christ. Un personnage mystérieux, énigmatique, quelque chose le distinguait de tous. Et il nous faut des Africains qui se distinguent.
Et il nous faut justement des personnes ayant ces dispositions messianiques en elles en Afrique. Mais ces personnes-là, ça ne se décrète pas, ça ne se donne pas. C'est Dieu qui les donne. Et on les forge pour leur mission. Croire qu'il y aura une génération spontanée dans le leadership qui viendra au secours à l'Afrique, c'est un leurre. Ouvrons nos yeux, peuple africain. Arrêtons de tuer nos messies. Il faut simplement aux Africains et à l'Afrique des gens, des fils et des filles qui ont ou auront cette disposition qualifiée de messianique. Des personnes qui continueront à exister de par leurs œuvres et leurs idéologies après leur séjour terrestre. Des hommes et des femmes de conviction qui ne vont pas vendre le match et trahir la lutte. Je dis simplement qu'il faut aller aux causes profondes, aux origines, à la genèse, que de plastronner à la périphérie à travers des réflexions superficielles et dictées. Sortons de la naïveté intellectuelle et spirituelle. Pour mieux comprendre et bien se prononcer sur les faits, il faut connaître les origines des choses. Le médecin qui interroge le patient sur ses antécédents ou qui lui demande son dossier relativement à ses antécédents familiaux n'est pas en train de perdre le temps à ce patient. Cela est nécessaire au diagnostic et au bilan et au traitement à venir. Nul besoin de rappeler qu'un faux diagnostic conduit à un faux bilan et donc à un faux traitement, un traitement erroné ou inefficace. Il est donc nécessaire que l'Afrique fasse un bilan de son passé, de son présent et qu'elle commence à préparer son futur. Mais surtout, que ce soit un bilan vrai et non pas un bilan erroné, un bilan falsifié, un bilan tronqué, un bilan dicté. À ce propos, nous pensons qu'une étude de traçabilité historique selon la perspective biblique pourrait aider le peuple africain à la découverte de ses origines, à être libéré de ce terrible complexe qui mine son ADN existentiel. Cela l'aiderait à pouvoir trouver sa place dans le positionnement stratégique du Créateur juste juge suprême. Et enfin, cela l'aiderait à se découvrir et à se réaliser pleinement au bénéfice de toute la création humaine. Notre démarche ne vise aucunement pas à damner ou incriminer d'autres peuples. Et nous tenons enfin à signaler que pour nous, il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Par ailleurs, nous voulons nous désolidariser de toutes les polémiques stériles liées aux faits historiques. Nous voulons nous engager rien que dans une dynamique constructive, plutôt que des belligérances idéologiques ou doctrinales. Nous ne nous reconnaissons dans aucune attitude extrémiste, frontiste ni xénophobe. Nous ne nous accordons aucunement pas avec l'idée de la supériorité d'un peuple sur un autre, mais sur l'égalité des peuples aux yeux du Créateur. Nous sommes pour le multiculturalisme, mais un multiculturalisme pur et vrai. Je vous passe le micro, madame. Et c'est ici qu'on vous dit au revoir en espérant que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. On vous retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour la suite de ce thème. L'Africain serait-il maudit? Peut-il sortir de l'Afrique quelque chose de bon? Que disent réellement les Écritures à ce propos? À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Shalom.